Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La réception de l'autoroute Ila Touba annoncée pour décembre 2018. C'est le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui l'annonce. 58% des travaux sont exécutés. Il a visité le chantier ce matin. Les chauffeurs de camions de Saint-Louis partant pour la grève des camionneurs prévue les 14 et 15 novembre prochains. Les camarades de Gorohouma réclament entre autres la réhabilitation de la route Tamba-Kidira et la non-application du permis à point. Les cris du cœur des élèves et parents et enseignants également du village de Noufouk dans la commune de Fandène. Ces enseignants dispensent les cours dans la cour de l'école faute de salle de classe. Une situation qui préoccupe les habitants. Et puis la jeunesse pour la démocratie et le socialisme prend ses distances avec le Parti socialiste. Le secrétaire général dénonce l'absence de démocratie au sein de la formation politique. Babacar Diop soutient que seul Ousmane Tanordien et ses amis décident de tout. L'invité du 20h, il s'agit de Cheikh Bambadié du FSD/BJ et membre de Manko Watouf Sénégal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'autoroute Ila Touba réceptionnée au mois de décembre 2018. C'est le Premier ministre qui l'annonce. 58% des travaux ont été déjà exécutés. Mohamed Boun Abdallah Dionne était ce matin à Tiambok et Saouekhaï pour visiter les chantiers. Compte rendu donc de cette matinée signé Cheikh Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy. Il ne faudrait pas qu'on ait le même problème ici. Parce que quand on roulait, oui, il y avait, on entendait... C'était un problème de confort. Voilà, de confort. Voilà, le confort de conduite, l'UNI. Et en même temps, il y avait donc un refoulement, voilà, une nuisance sonore. Une chose à éviter sur l'autoroute Ila Touba, nous sommes au point de kilométrage zéro à Tiambok. Le Premier ministre est venu s'enquérir de l'état des travaux. PK0. Maintenant ici, on va aller jusqu'à la sortie. Ici, c'est la sortie sur la RN3. Donc c'est les 10 premiers kilomètres qu'on va ouvrir pour la période du Magal. Voilà, la Nationale 3 est là. Ici, aucun détail n'est négligé. Première question. Quand je vais à Thiès, comment ça se passe? Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de sortir sur la route Thiès-Sindia. Si vous allez par exemple au sud de Thiès, vous avez également la possibilité de sortir sur la RN3. C'est un peu avant Kermadaro, après l'école ENSA. Le chef du gouvernement prête oreille attentive aux techniciens sur les lieux. Le directeur du projet fait une lecture détaillée des plans. Aussitôt interpellé par le directeur de l'AGEROUTE pour plus de détails. Sur l'ensemble du projet, on a fait un autre projet annexe pour les routes de supervision. Pour répondre à la question du Premier ministre,
Parce que tu n'as pas tout dit. Vous avez parlé d'une boucle. Et la connexion, c'est ça que Cap sur Saouhaï, au PK 26, Mohamed Boun Abdallah Dionne révèle que 58% des travaux sont exécutés. Des terrassements terminés sur les 113 km et c'est 58%, donc plus de la moitié du projet qui est réalisé. Tout secteur, toute œuvre confondue. C'est, je pense, la voie en tout cas tracée par le président Macky Sall. La réception de l'infrastructure routière est prévue au mois de décembre 2018. Le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, estime que le projet avance à grands pas. Cheikh Tidiane Dione, l'axe Thiès de l'autoroute Ila Touba donc sera opérationnel avant, pendant et après le Magal Touba 2017. Le but est de permettre aux pèlerins de voyager sans difficulté majeure lors du Magal de Touba. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre Abdoulaye Daouda Diallo, toujours au micro de Cheikh Tidiane Dione et Thierno Laurent Mendy. Pour le Magal, vous l'avez si bien dit, là on a vu ce qu'il sera possible de faire. Pour des questions de sécurité, on travaillera davantage à voir comment ouvrir la route donc jusqu'à après Thiès, donc à 10 km, c'est ce qu'on vient de voir là avec justement donc la fin de l'autoroute qui relie justement la Nationale 3. Mais on l'appréciera en fonction en tout cas des questions de sécurité. Mais je parlais qu'il sera possible de quitter Dakar et arriver jusqu'à près 10 km de Thiès via l'autoroute. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui sera particulièrement important pour nos parents pèlerins qui devront se rendre à Touba à l'occasion du Magal. La grève des camionneurs du Sénégal prévue les 14 et 15 novembre prochains sur toute l'étendue du territoire national. Les chauffeurs de camions de Saint-Louis seront aussi de la partie. Avec leur secrétaire général Goura Khouma, ils réclament la réhabilitation de la route Tamba-Kidira, la non-application du permis à points et l'octroi de permis à l'âge de 30 ans. Les camionneurs ont aussi soulevé l'urgence de la création des parkings routiers dans toutes les grandes villes pour éviter les multiples accidents de la route. Là-dessus, nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Mamadou Biranso, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. Les camionneurs de Saint-Louis affiliés à la CNTS-FC, Daniel Goura Khouma, ont toujours soutenu et défendu leur cause. Ils sont toujours derrière Goura Khouma. Nous venons de recevoir un préavis de grève qui nous a été donné par notre secrétaire général de Goura Khouma. Il y a pratiquement 9 revendications. Là, il y a la tracasserie routière, des douaniers et police. Et en plus encore, il y a la réfection de l'axe routier Tamba-Kidira, qui est en état de dégradation très avancé. Comment dirais-je, application de convention collective des transports routiers et la non-application des permis à points, l'âge limité de 30 ans. Là, nous voulons tout simplement notre meilleure condition de vie comme tout autre Sénégalais. Pratiquement, nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Nous sommes des chauffeurs, camions. Nous voulons encore avoir des parkings dans chaque région. Là où, si on vient avec nos bagages, nous voulons avoir un parking ou garé. Ni eau, ni électricité, encore moins de blocs sanitaires. Le parking des gros porteurs à Kidira manque de tout. L'Union des routiers du Sénégal monte au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. La grève de 72 heures du syndicat national de l'administration d'État au Mali a soulevé l'ire des transporteurs, des conducteurs donc de camions qui se sont immobilisés au parking de Kidira. Vous avez suivi le reportage dans le journal en Wolof avec Fatidian. Nous parlons politique à présent avec la jeunesse pour la démocratie et le socialisme qui démissionne du Parti socialiste. Le secrétaire général de la JDS estime que la démocratie n'existe plus dans cette formation politique. Seul Ousmane Tanor et ses amis décident pour tout le monde. S'y ajoute l'emprisonnement de ses propres militants. La JDS ne se réclame d'aucun cas toutefois. Là-dessus, nous écoutons Babacar Diop, son secrétaire général. Il est interrogé par Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Les textes du parti sont aujourd'hui violés parce que le comité central du parti, censé être le parlement du parti qui doit valider les grandes décisions du parti, les grandes orientations du parti, n'est plus convoqué depuis
15. Aujourd'hui, le parti envoie en prison ses propres militants. Nous avons vu le cas Bamba Fall. Aujourd'hui, Khalifa Sall est en prison et le parti n'ose même pas élever la voix pour attirer l'attention de Khalifa Sall, de Macky Sall sur l'injustice que vit Khalifa Ababacar Sall. Pour toutes ces raisons, je pense que nous avons décidé de tourner le dos au parti parce que le parti, lui, a tourné le dos au peuple sénégalais. Nous ne sommes ni dans le camp de Tanor ni dans le camp de Khalifa Sall. La JDS veut tracer sa propre voie. Par contre, nous dénonçons la situation que vit Khalifa Sall aujourd'hui en prison. Ce colloque sur les socialismes africains, des philosophes et historiens prônent la reconstruction plutôt du socialisme africain pour le développement de nos sociétés. Dans des organisateurs de l'événement, le professeur Souleymane Bachir Diagne s'est prononcé sur la crise au Parti socialiste. Il propose une réflexion sur l'idéal socialiste. Pour lui, exclure des militants n'est pas la solution. Compte rendu signé Fatima Ba et Pape Sangoné Mbaye. Les socialismes africains revisités dans ce colloque organisé par des historiens et philosophes. Pour ces intellectuels, les écrits de Léopold Sédar Senghor, Kwame Nkrumah et autres figures littéraires du continent noir pourraient aider à la reconstruction du socialisme. Beaucoup d'intellectuels africains ont réfléchi à ce que l'on a appelé aussi une voie africaine du socialisme. Non pas simplement l'imitation du socialisme européen, du socialisme, des idées socialistes qui se sont développées dans le contexte industrialiste européen, mais une véritable appropriation africaine de l'exigence de l'idéal universel qu'est le socialisme. Nous avons également une démarche plus prospective et une démarche que je dirais également philosophique, qui consiste à se demander où nous en sommes aujourd'hui de l'idéal socialiste. Pour le cas du Sénégal, il urge de revenir à un certain nombre de fondamentaux, selon le professeur Souleymane Bachir Diagne. Le socialisme est d'abord une éthique. On a, si vous voulez, le socialisme, à un moment donné, s'est pétrifié et s'est un peu perdu dans l'affirmation que le socialisme devait être une science. Il y a des valeurs humaines profondes qui ne peuvent pas se satisfaire d'une espèce de loi de la jungle et qui ne peut pas se satisfaire du creusement continu des inégalités. Il n'est pas acceptable moralement que la fortune du monde se concentre sur 1%, tandis que les 99% de l'humanité se trouvent presque démunis. La crise socialiste présume parfois, il se retrouve à une autre extrémité. Et la polygamie, il l'avait vécu. Tout cela part d'une crise qui est la crise de la fragmentation. Ceux qui se réclament aujourd'hui ici dans notre pays d'un idéal socialiste vont bien au-delà de partis qui se donnent le label socialiste, et il est regrettable qu'on soit entré dans notre pays dans une configuration de fragmentation continue qui touche le Parti socialiste, qui a touché d'autres partis, etc. C'est peut-être le moment, et c'est peut-être d'ailleurs la finalité pratique d'une réflexion sur l'idéal socialiste. Une voie africaine du socialisme s'impose, ce pour le développement de nos sociétés, de la vie de ses panélistes. La baisse du coût de l'électricité, on en parle, les avis sont partagés. Certains parlent de cherté, d'autres satisfaits des nouveaux compteurs qui permettent de mieux contrôler sa consommation. Les Sénégalais rencontrés plaident pour une baisse beaucoup plus significative. Un reportage signé Fatou Kinedem et Diafaraba. Non, wàññeeku bi moom yëguñu ko moom wàññeeku bi moom yëguñu ko moom courant bi moom wax dëgg yàlla moom metti na lool. Cherté de la facture d'électricité, certains consommateurs déplorent toujours malgré la baisse du coût annoncé. Si on dit qu'on a diminué de 10% donc, la facture d'électricité, je pense que c'est de la poudre aux yeux, quoi. Il y a certains qui se retrouvent avec des factures salées. Donc vraiment, il y a des efforts à faire donc, par le gouvernement donc, pour aider les gourgourlous quand même à s'en sortir, quoi. Pour d'autres, le constat est réel. La baisse se fait sentir. Il y a vraiment une baisse par rapport au coût de la facture. Mon voisin payait 30 à 35 000 francs. Maintenant, sa facture s'élève à 17 000 francs. Il y a un changement, il faut le reconnaître. Avant, nous payions 45 000 francs. Maintenant, avec les nouveaux compteurs, nous payons 35 000 francs. Des efforts peut-être avec les nouveaux compteurs. La consommation
et mieux contrôlés. Pour nous qui sommes des pères de famille, ça nous évite d'être ridiculisés. Parce qu'avec la facture, bon, souvent on était ridiculisés parce que des fois, la facture vient au milieu du mois, tu n'es pas en mesure de payer et on te coupe facilement. Et puis si on te coupe, tu payes aussi. Le courant n'est pas rétabli immédiatement. Donc ta famille reste dans l'obscurité et c'est un peu ridicule. Je pense bien qu'il y a certains même qui disent que ce serait salutaire qu'on généralise donc, ce type donc, de compteur parce que tu consommes donc, ce que tu as peut-être dépensé. C'est mieux que peut-être les compteurs classiques où tu peux te retrouver avec donc, une facturation très salée. Il s'agit cependant de prendre ses devants pour ne pas être surpris par une coupure d'électricité. ay xam nga ñun dañoo da nga doon table toog ñu indi la facture nga dem fay moo xam cher na moo xam kiiwul da nga ko daan négocier mais woyofal bi des fois xam nga mu fekk la ci ay moments yoo xam day jékki-jékki rek nag karaj xam nga doo comprendre. Fatou Kinedem, accroître le financement réservé aux filières riz, bananes, tomates, arachides et autres. C'est l'objectif du CNCR et de l'Union des producteurs du développement agricole. Le but est de garantir aux producteurs un retour sur l'investissement consenti. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Amadou Mokhtar Mbouch, le secrétaire général du CNCR, des propos recueillis par Mambiram Diouf. Aujourd'hui, pour pouvoir être fort, pour pouvoir mettre donc, nos produits donc, au niveau des marchés, il faut qu'on puisse quand même se regrouper. Et aujourd'hui, le CNCR a donc ciblé 6 filières, à savoir l'arachide, la filière tomate industrielle, la filière oignon, la filière banane, la filière de riz et la filière avicole. Et à travers ces filières-là, donc, on organise donc un atelier pour voir un peu les mécanismes que nous devons donc avoir pour la mise en marche donc, de nos produits. Oui. Aujourd'hui, notre première préoccupation, c'est d'avoir des intrants de qualité. Et pour ça, donc, nous devons acheter donc groupé. Et maintenant aussi donc vendre aussi groupé. Donc notre problème aujourd'hui, donc le défi premier, c'est le financement de la commercialisation de nos produits agricoles en général. Nous avons donc besoin donc, de financement par rapport à la commercialisation. Aujourd'hui, vous avez estimé à peu près aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train donc, de faire. Donc, nous allons y travailler. Il y aura donc des ateliers, des thématiques. Et là, donc, au sortir donc, de cet atelier, on pourra vous dire de combien on aura besoin pour financer donc, la commercialisation. Une première dans la région de Thiès, des enseignants qui dispensent les cours dans la cour de l'école faute de salle de classe. Cela se passe à Ndoufouk, en village situé dans la commune de Fandène. Les enfants sont eux-mêmes libérés des fois à 10 heures, une situation qui inquiète les parents d'élèves et les enseignants. Un reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Ndoufouk, un village niché au cœur de la commune de Fandène, il y a un manque criant d'infrastructures scolaires dans cette localité. Une seule école primaire avec un effectif pléthorique, plus de 600 élèves dans 2 salles de classe. Certains cours se déroulent même à l'air libre et dans ce cas, les élèves sont libérés à 10 heures. Nous avons un effectif exponentiel qui va jusqu'à 600 élèves, plus de 600 élèves même, pour 2 salles de classe simplement en dur. Les images confirment, les élèves travaillent sous le soleil. C'est alarmant, c'est triste. On est obligé de les libérer à 11 heures parce que le soleil est un facteur pathogène du paludisme. C'est pourquoi nous sommes obligés de libérer les élèves. Les enseignants et les élèves vivent dans cette situation depuis 4 ans, une situation qui n'est pas sans conséquences sur les enseignements et les résultats scolaires. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. Nous sommes là et nous attendons. Depuis le début des cours, avec le concept Ubitei Djangtei, ça ne se passe pas ici, parce qu'on n'a pas de salle de classe. Un appel est lancé à l'endroit des autorités académiques et locales pour qu'elles fassent preuve d'indulgence à l'égard de ces apprenants. Leur souci, c'est d'avoir des salles de classe fonctionnelles à l'image de leurs camarades des autres écoles. Nous sommes 600 élèves dans cette école. Nous voulons des salles de classe. Les jeunes diplômés découragés par le mode de recrutement dans les entreprises sénégalaises, pour eux, le système de bras longs prime sur la compétence. C'est une situation qui exaspère au moment où dans la presse on parle de listes avec des noms pour des postes dans des sociétés. Un reportage signé Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye.
Oui, j'ai déposé plusieurs demandes quand j'ai eu mon BTS. J'ai déposé beaucoup de demandes d'emploi dans beaucoup de structures. Pas pour longtemps ce matin, j'ai passé dans une entreprise pour déposer un stage ou bien un emploi. Le constat est unanime. Bénéficier d'un stage au Sénégal, un véritable parcours du combattant. Depuis 3 ans, je dépose. Mais j'arrive même pas à trouver un stage dans une entreprise. C'est très difficile d'avoir de l'emploi ici au Sénégal. Le nouveau mode de recrutement décourage. Le bras long prendrait-il le dessus sur la compétence? C'est ce qui marche au Sénégal, les bras longs. Si tu n'as pas un oncle, un papa ou une marraine quelque part, c'est un peu difficile. Dans ce pays, pour avoir un emploi ou un stage, il suffit que tu aies un bras long. J'ai tendance à dire que nous sommes dans une république de bras longs. Pour ces diplômés sans emploi, il faut changer la donne pour espérer une quelconque émergence. Nous devons baser sur la compétence de la personne pour le recruter, et non sur les parentés ou d'autres trucs. C'est ce que nous dénonçons franchement parler. De recruter les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'on a une ressource humaine très... Qui veut bâtir un pays doit miser sur la compétence de l'individu, non pas sur son rapprochement avec celui ou celle qui gère l'entreprise. Au moment où certains pays favorisent les diplômes ou le savoir-faire, au Sénégal, les choses semblent se faire autrement. Faraning, la France augmente le nombre de visas octroyés aux étudiants sénégalais. 3500 sont donc destinés aux jeunes diplômés, soit 1000 de plus. L'Hexagone compte attendre 100 000 visas d'ici 2019 pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans de très bonnes conditions. Les détails avec Habib Faye et Modou Diop. La France compte octroyer 3500 visas aux étudiants sénégalais qui désirent poursuivre leurs études à l'Hexagone. Soit 1000 visas de plus, la France souhaite atteindre 5000 visas d'ici 2019. Depuis 1 an, on a fortement amélioré le dispositif, ce qui fait que cette année, nous avons pu délivrer 3500 visas pour des étudiants sénégalais, alors que l'année précédente, nous n'en avions délivré que 2500. Donc voilà une augmentation extrêmement forte qui permet aux étudiants sénégalais de venir en France, de participer à des formations d'excellente qualité. L'heure est au renforcement de processus de conseil au niveau du Campus France pour faciliter l'insertion des étudiants sénégalais. J'ai demandé à Campus France de renforcer son processus de conseil. Aujourd'hui, Campus France sélectionnait les étudiants et facilitait leur inscription dans les universités. Demain, à partir du 15 novembre, pour la prochaine campagne d'inscription. Pour bénéficier des potentiels du Sénégal, Mamadou Mbaye, ancien étudiant en France, suggère. Moi, je les encourage en fait de revenir parce qu'il y a énormément de potentiel au Sénégal. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut dire que le Sénégal, c'est un terrain qui est un peu vierge en fait. Mais aussi de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Mais la France travaille à faciliter la formation des étudiants dans leur pays d'origine. Il faut aussi avoir en tête que certains ne peuvent pas aller se former en France, aux États-Unis, en Chine, au Maroc ou ailleurs. Et qu'ils ont besoin de recevoir des formations ici même au Sénégal. Aujourd'hui, la France souhaite participer à l'éducation et à la formation des étudiants du Sénégal. Cette année, 3500 visas sont offerts par l'ambassadeur de la France. 2 semaines plus tard, j'ai obtenu mon visa. Je pouvais enfin souffrir et préparer ma rentrée. Habib Faye, la lutte contre le terrorisme préoccupe l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot, qui avoue qu'aucun pays dans ce monde n'est à l'abri du phénomène. Il a loué les capacités des services de renseignement du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal a d'immenses qualités. C'est un pays démocratique, c'est un pays stable et c'est un pays sûr. Alors bien sûr, personne n'est à l'abri d'attentats. Nous avons vu ça aux États-Unis, nous avons vu ça en Europe, nous voyons ça en Afrique tous les jours. Personne n'est à l'abri. Mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir les prévenir, ces attentats. Et pour cela est essentiel et ça repose sur la coopération. J'ai une grande confiance dans les capacités des services de police, de gendarmerie et de renseignement du Sénégal. Et j'ai ce niveau de confiance-là parce que nous avons pu, dans le cadre de nos actions de coopération entre la France et le Sénégal, nous avons pu témoigner de l'excellence
du niveau. Et puis cette conférence sur médias, djihadistes et stratégie de contre-communication, un atelier pour échanger avec les journalistes sur le traitement des informations liées au djihadisme. Une initiative du Bureau paix et sécurité de la Fondation Frédéric Ebert. Objectif, créer une forte synergie dans la lutte contre le terrorisme. Compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dian. La recrudescence des attentats terroristes pose de nombreux défis à la pratique journalistique. Que dire, que montrer sans risque de faire le jeu des attaquants et autres djihadistes. Nous avons fait venir des experts du Nigeria, du Maroc, également du Mali, et des experts qui travaillent dans la région, mieux comprendre l'état d'avancement dans l'utilisation des réseaux sociaux et des médias en tant qu'instrument pour influencer l'opinion publique. Donc ce séminaire vient en appoint, c'est-à-dire éviter certains pièges qui sont là, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, de ne pas jouer le jeu du terroriste et se limiter à l'information. Au fil des années, des analyses et des critiques, les usages médiatiques évoluent pour s'adapter à une nouvelle donne, d'où cet atelier de songe sur le traitement journalistique en cas de terrorisme. Je pense que le journaliste, avant tout d'abord, il est dans cette société-là et ces questions-là concernent sa société. Donc lui, il doit jouer son rôle, le rôle d'alerte. Évidemment, les intérêts divergent entre les journalistes et les autorités. Les prémices de base, c'est que le journaliste en question est toujours en danger, quelque part, parce que c'est une fonction essentielle dans la vie d'une nation, parce qu'elle participe à l'ancrage ou à la consolidation soit de la paix ou de la démocratie. Mieux outiller ces professionnels des médias pour faire face à ces djihadistes qui sont à la recherche de canaux de diffusion pour donner plus d'ampleur à leurs actions. Donc ceci dit qu'au niveau, il y a un système de manipulation bien sûr, de manipulation parce que dans ce monde aussi c'est une forme d'influence et d'intérêt. Donc que les djihadistes puissent influencer les journalistes ou les citoyens tout court, c'est à son honneur. La Fondation Frédéric Ebert, aidée par des experts en question sur les terrorismes, veulent mieux outiller ces journalistes pour avoir de bonnes stratégies de contre-communication en matière de djihadisme. Parlons à présent de la Biennale de Dakar qui va accueillir cette année de nombreux artistes venus de 33 pays différents. La 13e édition aura pour thème l'heure rouge, faisant référence à Aimé Césaire, l'heure rouge qui évoque l'émancipation, la liberté, la responsabilité. La secrétaire générale Mariem Badiop l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse au Musée des civilisations noires. Compte rendu signé Aïssa Doupaï et Mardian. Va se finir l'exposition internationale. En route vers la Biennale Dakar 2018, les préparatifs ont débuté pour célébrer un événement culturel majeur financé à hauteur de centaines de millions. Le président Macky Sall avait injecté 200 millions lors de la dernière biennale. Pour cette prochaine édition, un surplus de 300 millions. Cette année, nous avons tôt commencé les travaux depuis le mois de mars 2017. Nous y sommes, nous avons tout pris en charge pour être fin prêt pour la Biennale 2018. Donc aujourd'hui, nous mettons la liste de toutes les personnes choisies pour cette biennale et Simon Niami sera le directeur artistique. Le thème choisi cette année, l'heure rouge, un appel à l'action avec une innovation majeure. C'est la mise en place ou le fait d'ériger un pavillon national. Un pavillon national, le pavillon du Sénégal, à côté de deux pavillons qui sont les pavillons des pays invités. Les pays qui sont pressentis sont le Rwanda et la Tunisie. Le pavillon du Sénégal, nous l'avions confié à M. Wiediba, artiste plasticien, professeur d'éducation artistique, mais qui a également été lauréat du prix du chef de l'État. La biennale est lancée du 3 mai au 2 juin 2018. Dakar va être un lieu d'échange, de rencontres où différents pays vont converger, 33 au total, avec 75 artistes pour animer un événement culturel et touristique. Le palais de la justice qui a été rénové pour accueillir.
L'invité du 20h, il s'agit de Cheikh Bamba Dièye du FSD/BG, membre de Manko Taxawu au Sénégal. Monsieur Dièye, bonsoir. Bonsoir. Et on va suivre cet élément d'abord, avant d'entamer les questions-réponses. Ce jeudi, un jour décisif pour Khalifa Sall à l'Assemblée nationale qui va statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar en détention sur l'affaire de la gestion de la caisse d'avance. L'Assemblée nationale va-t-elle satisfaire la requête du parquet? Élément de réponse dans ce récit signé Adi Atala. Va-t-on vers la fin du feuilleton politico-judiciaire Khalifa Sall dans les liens de la détention depuis près de 8 mois? Ses avocats, après avoir usé de tous les recours sans succès, l'affaire du député maire de Dakar reçoit brusquement un coup d'accélérateur. Il est plutôt question maintenant de la levée ou non de son immunité parlementaire, une demande du parquet. Le sort de Khalifa Sall est désormais entre les mains de ses collègues députés, notamment la commission ad hoc composée de 11 membres mise en place pour se pencher sur la question. Ceux-là vont-ils donner une suite favorable à la requête du procureur, ce qui serait assimilable à creuser la tombe de l'institution qu'il représente? Ou vont-ils redorer le blason de l'Assemblée nationale en demandant la suspension des poursuites contre leur collègue Khalifa Sall, qui bénéficie d'une immunité parlementaire même si celle-ci n'est pas respectée a priori, selon certains observateurs qui qualifient l'acte de violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? L'affaire Khalifa Sall, qui a tenu en haleine tout un peuple, reste suspendu à la session qui se tient ce jeudi. Vivement que les membres de la commission statuent sur la question, tout en respectant les lois et règlements qui fondent la Constitution et régissent l'Assemblée nationale. En se rappelant également que le oui n'a de sens que lorsqu'on peut dire non, comme disait l'autre. Madame Dièye, la machine qui s'emballe à l'Assemblée nationale. Dites-nous d'abord pourquoi tout cet empressement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces évolutions? Le parquet qui demande la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall? C'est cet empressement-là qu'un des Sénégalais ne peut comprendre. De quoi il s'agit pour rappeler ou rafraîchir la mémoire des uns et des autres? Khalifa a été élu député par la proclamation du Conseil constitutionnel. De ce fait, son immunité parlementaire est entrée en vigueur. Le procureur de la République a refusé systématiquement de reconnaître cette immunité. Et remarquez notre surprise lorsque nous avons été informés que ce même procureur, via le ministre de la Justice, a déposé une demande de levée d'une immunité qu'il ne voulait pas reconnaître. Parce qu'avant, on disait que c'était le maire qui était poursuivi par le député. Mais absolument, mais vous savez, la loi, elle est là pour tout le monde. Nous avons l'obligation, aussi bien du côté de la justice que du côté de l'Assemblée nationale, de respecter la loi. Un député, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui a été investi par le peuple pour le défendre. Et pour protéger ce député, on lui a fait valoir cette immunité parlementaire. Le négliger, cela voudrait dire que ça va conforter dans l'idée et la tête des Sénégalais que depuis le début de la procédure, ce dans quoi Khalifa Sall n'est rien d'autre qu'une cabale qui ne dit pas son nom. Une instrumentalisation politico-judiciaire dont le but avoué, de manière évidente, est d'écraser, d'éliminer Khalifa Sall. Donc demain, après-demain, je dis, à l'Assemblée nationale qui va statuer donc pour la levée ou non de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que vous, étant minoritaire à l'Assemblée nationale, vous vous sentez impuissante face à cette situation? Non, on n'est pas impuissant parce qu'il y a une histoire dans ce pays. Il y a eu des régimes qui sont passés ici, avec des actes qui n'étaient pas très loin de ces schémas que nous vivons. Et c'est ça qui est dommage, puisque le principe de la rupture aurait voulu qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse plus inquiéter un Sénégalais parce que simplement, il a envie de vouloir être président de la République. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il est devenu dangereux au Sénégal de vouloir être président de la République. Ce qui se passe pour l'Assemblée nationale est extrêmement grave. Voici un procureur de la République qui a manqué à ses obligations et à ses devoirs, qui a mal interprété ou interprété à dessein les lois de la République, qui a nié une loi qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 61 de la Constitution. Ce que j'attendais de l'Assemblée nationale, et je leur ai dit ça en commission des lois, c'est que l'Assemblée nationale, comme à l'instar de l'Assemblée du Mali, du Bénin, de la France ou d'ailleurs, doit être jalouse de ses prérogatives. Parce que c'est ça qui fonde la stabilité de la République, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous sommes dans une situation
où un député est livré à la vindicte populaire. Vous savez, nous sommes dans une première phase de la 13e législature. Et comme le disait le ministre Jean-Paul Diaz, le premier acte symbolique que va poser cette législature, c'est quoi? C'est nier le droit d'un député, c'est accepter la faute et endosser, va être co-responsable avec le procureur de la République d'une forfaiture grave qui va demain amener à lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Mais qu'est-ce que vous pouvez contre ça? On a entendu Bamba Fall demander aux députés de se solidariser. Et si cela ne se fait pas, certainement cette immunité sera levée. Oui, mais en réalité, c'est un combat qui est là depuis longtemps. Ce que nous faisons, nous le ferons au quotidien. Nous sommes dans une dynamique d'interpeller la conscience nationale, les citoyens et les députés de l'Assemblée nationale. Et quelle que soit la majorité, je crois que nous sommes d'abord redevables du peuple sénégalais. Nous avons juré ou nous avons voulu défendre les intérêts de la République, construire une nation. Et il n'est pas concevable que l'on puisse penser que dans la construction du Sénégal, qu'il y ait le président de la République seul qui est habilité à faire quelque chose. Nous avons des responsabilités. Les juges ou les juges ont des responsabilités. Et ce qui fera que nous soyons une démocratie forte, c'est ça que chacun pense d'abord à celui qui est redevable. Nous sommes redevables du contribuable sénégalais et des lois de la République. J'espère que le jour J, certains députés se feront violence et cautionneront pas ce qui est en train de se faire, mais qu'ils auront le souvenir que ce qu'on les amène à faire dans le cercle étriqué de l'Assemblée nationale va les poursuivre tout au long de leur carrière. Quand vous dites certains députés, vous pensez à ceux de la majorité? Bien évidemment, bien évidemment, puisque apparemment, au jour d'aujourd'hui, les députés non inscrits comme ceux du PDS ne sont pas du tout d'accord ou en phase avec cette forme de déstructuration ou de sabordage voulu et orchestré de Khalifa Sall. Non, au-delà de la bataille juridique, il y a aussi donc cette bataille politique que vous menez avec vos rassemblements qui se font de temps à autre. Mais on parle aussi d'internationalisation de ce combat. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes là-dedans, puisque des amis sont revenus des États-Unis. Ils ont vu aussi bien le camp démocrate que le camp républicain. Et de ce point de vue, à l'intérieur même de ce pays, nous avons entamé depuis longtemps de rencontrer les éléments, les acteurs de la société civile, les ambassades, pour la plupart ont déjà été rencontrés, et individuellement les Sénégalais qui comptent, parce qu'il s'agit de notre pays. Ce problème-là n'est pas un problème de Khalifa Sall en réalité, puisqu'il s'agit d'une institution prestigieuse comme l'Assemblée nationale, et on ne peut pas accepter qu'une partie de l'Assemblée puisse scier l'arbre sur lequel on est assis. Et ce n'est pas concevable. Si nous voulons montrer que le pays est mature et que notre démocratie est une vraie démocratie, il faudrait que chaque fois que quelqu'un a des fautes qui sont évidentes, il faut qu'on le laisse l'assumer. Le rôle et la mission de l'Assemblée en priorité, c'est aujourd'hui de demander la fin des poursuites de Khalifa Sall, conformément à l'exercice de son immunité parlementaire. Et si tant est si bien quelqu'un en doutait, le procureur de la République, avec sa lettre, prouve que Khalifa Sall a son immunité. Et il n'est pas concevable qu'on puisse penser qu'on va amener Khalifa Sall manu militari à l'Assemblée nationale ou qu'on va aller le rejoindre à Rebeuss dans la chaleur de sa cellule pour pouvoir l'interroger. C'est pas acceptable. C'est pas cela l'idée qu'on se fait du Sénégal, de la justice et de l'état de droit. Alors, Monsieur Dié, est-ce qu'on peut s'attendre à une action d'éclat comme celle que vous aviez faite à l'Assemblée nationale à la veille du 23 juin? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Pas seulement cher Bamba Dièye. De toutes les manières, je ferai ce que je dois faire et comme je pense pouvoir le faire. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ensemble un pays. Et ce qui va se faire à l'Assemblée nationale entre 165 députés est une chose importante qui concerne chaque Sénégalais. Est-ce qu'un père de famille va accepter que les libertés fondamentales soient bafouées à ce niveau? Est-ce qu'on peut garantir demain la sécurité du citoyen? Penser qu'on est dans un état de droit avec une justice équidistante si on permet de pouvoir brimer de manière aussi manifeste un député, et pas n'importe quel député, quelqu'un qui a eu à remplir d'éminentes fonctions pour les Sénégalais et particulièrement pour la capitale sénégalaise. Alors, on va parler de toute autre chose. Vous êtes en plein dans les travaux de commission actuellement à l'Assemblée nationale avec les votes des budgets des ministères. Comment ça se passe?
Comme d'habitude, c'est les ministres qui passent et les commissions qui regardent, les commissions techniques d'abord. Et on a fini aujourd'hui. Très vite, nous allons aller en commission des finances et ce sera la plénière. Mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est certainement rappeler aux Sénégalais que c'est ça la République. Nous sommes en train d'agir sur les ressources de la République. Est-ce que vous sentez des ministres à la hauteur, ceux qui passent devant vous? Je ne vais pas aujourd'hui attaquer le gouvernement à ce niveau-là. Les gens m'entendront concrètement. Je pense que cela est de la responsabilité du président de la République. Les Sénégalais sentent avec ce nouveau gouvernement qu'il y a beaucoup, parmi ceux qui ont été nommés ministres, qui, semble-t-il, sont un peu mal à l'aise face à leurs responsabilités. Est-ce qu'ils sont dans cette sorte d'entraînement de nouveaux arrivants ou simplement c'est de l'incompétence avérée? Mais de toutes les manières, à l'Assemblée nationale, je pense que les Sénégalais, avec la commission des finances et la plénière, vont se rendre effectivement de la dangerosité qu'il y a de choisir sur des critères purement politiques et partisans pour des choses aussi essentielles que l'utilisation des deniers de la République. Parce que c'est très sérieux. Parce qu'il s'agit de voir quelle forme et quelle direction nous allons engager le processus de développement de notre pays et qui n'est pas, comme on disait chez les philosophes, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je crois que mais ça sous-entend quelque part qu'il y a des ministres qui n'ont pas le profil du poste. Mais bien évidemment, cela se sent et c'est éclatamment vérifiable et vérifié. Voilà. Et puis à l'Assemblée nationale, est-ce que vous sentez cette rupture tant prônée? La rupture aujourd'hui pose problème. Vous savez, nous avons posé un premier acte le jour de l'installation du bureau. J'ai interpellé le président. Je lui ai dit qu'on ne peut pas avancer en niant les droits élémentaires d'un député, celui d'élire ou de se faire élire. Ils ont rétorqué en disant que bénéfice de Yakandiran. Je ne pense pas qu'on peut commencer une chose aussi importante que la 13e législature en piétinant les droits du député Khalifa Ababakar Sall. Et depuis une Assemblée nationale, comme le disait le professeur Jean-Paul Diaz, c'est voter des lois. C'est notre cœur de métier, c'est contrôler le gouvernement. Mais le premier acte que nous posons, c'est piétiner les droits élémentaires d'un parmi nous. Et cela, ce n'est pas concevable. Je crois que l'Assemblée nationale, par cet acte-là, accepte d'être même plus légal des autres institutions de la République, mais nous acceptons volontairement de nous rétrograder et d'être en deçà de l'exécutif et en deçà du système judiciaire. Et comme ça, c'est nous-mêmes qui portons la fragilité de notre République. Alors, M. Dieye, vous sortez des élections législatives. Manko Taxawu Sénégal qui arrive en 3e position derrière Benno Bokk Yakaar et la coalition gagnante. Manko est-il en perte de vitesse? Vous savez, Manko, c'était d'abord une alliance électorale. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons constaté les résultats des élections avec ce que vous avez vu sur Dakar et sur beaucoup de régions. Cela pose encore le problème de la maturation démocratique de notre pays. Pour Manko, nous regardons devant. Nous avons un de nos alliés, notre tête de liste, qui est aujourd'hui en prison pour des faits qui ne reposent sur rien. Nous regardons aussi la situation globale du Sénégal, la grande précarité qu'il y a. J'ai raillé nos amis de Benno Bokk Yakaar en leur disant que le président de la République a consommé 104 milliards de fonds spéciaux. Et 104 milliards de fonds spéciaux, c'est 13 300 salles de classe. C'est 20 hôpitaux. C'est dire que les rapports et les proportions, le souci des conditions de vie des Sénégalais importent peu. Alors que c'est ça qui devrait être le cœur battant et le cœur palpitant de l'action du gouvernement du Sénégal par rapport à la situation et aux conditions extrêmement difficiles et précaires dans lesquelles les Sénégalais pataugeent au quotidien. Justement, la désunion a sans doute été quand même fatale à l'opposition durant ces dernières élections législatives. Et certainement, il y a des échéances qui se profilent. Est-ce que, quand même, quelque part, vous n'avez pas retenu la leçon? Oui, il y a quelque chose malheureux bon. Après coup, on a constaté que si nous avions eu l'intelligence d'être ensemble, aujourd'hui, certainement, nous ferons barrage par rapport à la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall avec toutes les chances de notre côté. Parce qu'il serait impossible, avec une majorité que nous contrôlons, de pouvoir aller dans ces dérives-là. Nous avons aussi retenu la leçon qu'il est extrêmement important, si nous sommes des acteurs politiques, soucieux du devenir du Sénégal, qu'il faut qu'on s'oublie de temps en temps. Et il faut qu'on regarde l'intérêt supérieur de la nation, qu'on fasse un peu, qu'on se fasse violence. Je crois que c'est ça le grand regret des élections. Nous sommes passés très près d'une grande victoire. Et peut-être par nos
propres insuffisances, nous n'y sommes pas arrivés. Mais quelque chose qui va nous servir, c'est que nous constatons aujourd'hui que pour l'avenir, pour les échéances à venir, et surtout pour le combat politique au profit des Sénégalais, nous devrons apprendre à parler. Et je sors d'une réunion au sein du groupe des non-inscrits et nous entamons beaucoup de négociations avec les autres partis de la majorité, le groupe Liberté et Démocratie. Et cela prouve certainement que les leçons commencent à être bien. Voilà, avant de finir, comment se porte le FSD/BJ? Il y a eu des voix quand même qui sont élevées pour réclamer la tenue d'un congrès. Mais oui, le FSD/BJ est à l'image de beaucoup de partis d'opposition au Sénégal. Parce que quand on oublie ce pourquoi on est en politique et qu'on a la responsabilité de gérer un pays et qu'on dévie les ressources de la République pour diviser les formations politiques, pour fragmenter, pour coopter et capter et faire l'apologie de la transhumance, cela prouve que certaines formations politiques ont énormément de difficultés compte tenu même de la situation de précarité globale de notre pays. Donc c'est une main extérieure qui a bien évidemment la désunion. Mais là, vous regardez, pas le FSD/BJ, n'importe quelle formation politique qui a aujourd'hui le courage d'essayer de garder ses postures dans l'opposition sénégalaise traverse ou va traverser des moments extrêmement difficiles. C'est bien dommage. J'avais espéré, compte tenu de l'immense combat que nous avons mené et pour lequel tous les Sénégalais sont témoins, que nous aurons le souci de regarder le Sénégal dans son environnement immédiat, de voir la Côte d'Ivoire comme notre concurrent, de nous faire violence, de travailler pour que la sécurité soit une réalité, que la croissance soit au rendez-vous et que l'utilisation de nos ressources en fonction de nos priorités ressenties et bien comprises par les Sénégalais puisse être véritablement le cœur de notre action politique. Mais on ne le fait pas. Ce qui est fait, c'est coopter, capter, dévier les ressources de la République, déstabiliser les formations politiques. On est revenu à l'âge de la pierre, fracassé en termes de pratiques politiques. Et quand on proclame à côté de cela qu'on est une démocratie mature ou majeure, cela pose énormément de problèmes. Voilà. Merci M. Dieye. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.